Bonsoir tout le monde, bonne année à tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux à cette première séance pour 2022. Nouvelle année, espérons avec plein de belles choses et de nouvelles choses qui vont nous arriver. Donc ce soir, on va avoir Xavier Blanc, qui est professeur à l'Université de Bordeaux. J'avais vu une présentation qu'il avait fait l'année passée, ça m'avait plu beaucoup et j'avais envie de vous le faire partager si vous n'aviez même pas encore eu le temps de le voir déjà une fois. Très intéressant, sa méthode, sa façon d'amener en fait le domaine driven design. Avant ça, donc le 1er février, on va avoir Valentina Kupak, qui est une coach technique bulgare, qui va présenter des sujets autour du DDD, du TDD, des choses autour de ça. Assez intéressante, elle est très active ces temps-ci sur LinkedIn sur ce sujet-là. Mars, normalement, on devrait avoir en fait des événements sur site. On va essayer de faire peut-être des katas, résoudre des problématiques, regarder en fait des choses un peu plus loin que juste faire du vert rouge ou du rouge vert avec le TDD. Voilà. Et puis, j'ai déjà quelques autres speakers qui devraient être programmés. Pour l'instant, je n'ai pas encore alors j'ai les dates, mais pas tout. Donc, ça va venir gentiment. Alors, comme d'habitude, vous venez sur le Meetup. Sur le Meetup, je fais l'invitation. J'envoie l'invitation. Sur LinkedIn aussi, je fais la pub. Et les vidéos, elles vont être stockées sur notre channel sur YouTube. De toute façon, je les annonce sur le Meetup et sur LinkedIn. Voilà. Si vous avez des idées, si vous savez quelqu'un, vous avez envie d'inviter quelqu'un pour venir faire une présentation, alors vous êtes le bienvenu de le partager, de m'envoyer ça sur le Meetup. Voilà. Si vous avez envie de présenter un sujet, pourquoi pas. Ce qu'on essaie de faire, c'est une fois sur deux, une session francophone, une fois sur deux, une session anglophone. Voilà. Ça, c'est juste la dernière règle. Et autrement, c'est libre de présentation, ce que vous voulez. On a déjà eu l'année passée, par exemple, Adkar et puis Alexis, qui nous ont présenté un sujet. Donc, c'était les premiers membres de la communauté qui ont directement présenté les sujets. Donc, c'était vraiment très intéressant. C'était voilà. La vidéo, elle est disponible sur notre channel. Voilà. Et sinon, maintenant, je vais laisser à Xavier reprendre la main. Je me mets en mute et tu y vas. Ok, merci Alexandre et Alvaro. Du coup, déjà, c'est cool d'organiser ce genre d'événement, ce genre de meet-up. Bravo à vous. Vous voyez mon écran? Rassurez-moi. Tac. Et si je fais ça, raté. Tac, bien sûr. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez mes slides. C'est bon. Donc, du coup, l'idée était de présenter un peu la façon que j'ai eu d'enseigner, parce que je suis enseignant avant tout, en fait, à l'Université de Bordeaux, tu l'as dit. Et la façon que j'ai eu d'enseigner le DDD. Alors, j'ai fait ça au Master 1. Donc, c'est Bac+4. Voilà, c'est des gens qui ont quand même un petit peu d'expérience, d'expertise en programmation. Voilà, c'était un sacré chantier. Il y a environ 150, 160 étudiants à l'Université de Bordeaux. Et j'avais envie de vous présenter ce petit Rex. Donc, voilà. Très rapidement, je me présente. Donc, je suis prof à l'Université de Bordeaux. Donc, je fais pas mal de cours sur la programmation, essentiellement orienté objet. Des cours sur la gestion de projet aussi. Programmation web. Et dans une ex-vie, quand j'étais enseignant à Paris 6, je faisais de l'UML. Je l'ai mis parce que c'est assez intéressant, je trouve, de voir le passage UML DDD. Moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes là, sur cette migration. Je suis chercheur aussi au Labri.
Ça me permet de te présenter certainement différemment les choses. Donc, je fais mes recherches sur l'évolution du logiciel, les métriques, la diff de code source, la vérification, le test. Et voilà, avec Cédric qui est là, Cédric, c'est PDG. Je suis cofondateur de Promise avec Arthur Magne. Je crois qu'Arthur est passé, me semble-t-il. Donc, une plus si jeune start-up, mais on reste encore jeune dans l'âme, autour des sujets sur le craftsmanship, avec notamment un atelier qui permet d'échanger vos bonnes pratiques. Voilà, ça c'est pour le CV. Vous pouvez me contacter super facilement. Vous m'envoyez soit un mail, je vous filerai le mail à la fin, soit sur LinkedIn, Xavier Blanc. Et sur YouTube, vous pouvez trouver quelques vidéos que j'ai faites. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, ça faisait 5 ans que je faisais ce cours. Je suis arrivé à Bordeaux en 2010, de 2010 à 2015, je pense que j'ai dû faire ce cours. Alors, je n'ai pas les dates exactes, hein, mais voilà, j'ai passé pas mal de temps à faire un cours, le cours central de la programmation orientée objet au master. Donc, c'était un cours, somme toute, assez classique. Je l'avais un peu revisité. J'avais fait des vidéos. Donc, en bas, il y a une petite vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, là. Elle a eu son moment de gloire, voilà. Et c'était un cours très classique avec les principes d'encapsulation, de couplage. Je le basais sur Java, le langage Java. Voilà, donc ça marchait bien. Franchement, ça se passait bien. J'avais de bons retours de la part de mes étudiants. Voilà, les examens se passaient pas trop mal, les notions passaient bien. Donc, fallait-il changer ce cours et puis surtout, qu'est-ce qui s'est passé pour que je change, quoi. Il s'est passé ça. Voilà. J'ai lu ces 2 bouquins. Je ne sais plus malheureusement qui me les a conseillés. Et j'ai retrouvé, c'est marrant, on avait fait un blog, je ne sais pas si c'est vrai que tu peux filer le lien, on avait fait un blog à Promise là, où je venais de lire le livre rouge de Vernon, là, le Red Book. Et en fait, ça m'a complètement séduit, ces bouquins. Et j'expliquais que j'ai lu le livre rouge parce qu'il arrivait avant. J'avais commandé les 2 en même temps et c'est le Red Book qui arrivait avant. Et je commençais à en parler à des gens et voilà, donc il a commencé les grandes discussions. Est-ce qu'il faut commencer par le livre bleu, le livre rouge? Par quoi on commence le DDD, blablabla, etc. Et je me rappelle, à cette époque, j'étais super séduit par l'approche en me disant, mais c'était complètement génial. Ça répondait à des vieilles questions que j'avais, que je pensais avoir fait un peu le tour. Et non, il y avait plein de nouveautés. C'était vraiment exceptionnel. Donc voilà, puis tous les développeurs à qui je parlais, mais j'étais aussi content de ce bouquin. Je me suis dit, allez, faut changer de cours, faut tout refaire. En partant sur ces concepts. Voilà ce qui s'est passé. En fait, j'ai lu ces bouquins, je me suis dit, allez, on est reparti, on change tout le cours et on va voir si ça passe. Alors, ça n'a pas été simple. Donc voilà, ça, ce que je vous présente, c'est vraiment le but de cette présentation, c'est pour qui, soit vous êtes quelqu'un qui adorait le DDD, vous avez envie de transmettre ça à votre équipe, votre organisation, organiser des meet-ups, ce genre de choses. Soit ça fait plusieurs fois que vous tournez autour du pot, vous avez commencé à essayer de lire ces bouquins, mais il faut avouer qu'ils sont quand même un peu lourds, hein, pas si digestes que ça. Et vous demandez, c'est quoi le meilleur planning, le meilleur parcours? C'est un parcours, je ne prétends pas que ce soit le seul à suivre. En tout cas, c'est celui que je propose à mes étudiants. Il a ses avantages, il a aussi des inconvénients. Donc, selon qui vous êtes. Donc, voilà. Donc, c'est l'idée de cette talk, c'est proposer un parcours pour appréhender le DDD et puis continuer encore plus dans sa recherche du DDD. Alors, ce parcours, je l'ai fait en quatre parties. La première partie, c'est une motivation. L'idée était d'expliquer aux étudiants pourquoi fallait voir la programmation un peu différemment. Pourquoi c'est pas que technique. Pourquoi c'est important de comprendre ce que c'est que le métier. Ça, c'est la partie 1. La partie 2, c'était rentrer dans le vif du sujet. Et là, j'ai fait un parti pris. C'était démarrer par les patterns tactiques. Alors là, j'en ai eu des discussions. J'en ai eu des discussions parce qu'en prenant ce choix, on m'a vite questionné en me disant, mais tu penses que c'est ça l'essentiel? Et non, hein, je ne pense pas que ça soit ça l'essentiel. Je pense simplement que pour des étudiants en M1 avec le background qu'ils ont, donc c'est essentiellement des jeunes développeurs, c'est plus facile de rentrer dans le DDD en partant dès le début par les patterns tactiques.
Voilà. Donc ça, c'est le point. Donc j'ai pris ce parti pris de démarrer par les patterns tactiques, ensuite d'aller voir l'aggregate, le repository, et en fait de faire la couche domaine et infra. Donc je vais vous présenter ça. Ça, c'est la partie 2, partie assez importante. Partie 3, c'est voir quel est le lien avec l'interface utilisateur. Cette couche application qui est compliquée à comprendre, donc essayer de la décortiquer, voir son utilité. Et enfin, partie 4, on prend de la hauteur et on commence à parler vraiment de l'hexagone et de la vision stratégique. Voilà, c'est ça qui est important dans mon talk d'aujourd'hui. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ouais, j'ai peut-être un petit stylo. Un petit stylet, voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre le plan. Donc là, on a un truc vraiment motivation. Ça, la partie 2, c'est la grosse partie. On rentre de suite dans le dur avec un peu du technique, les patterns tactiques. On prend un tout petit peu de hauteur sur cet hexagone avec la partie 3. Et à la fin, mais ça, je dirais que c'est voilà, quand on commence à avoir quelques notions, on rentre sur cette vision stratégique. Donc, je vais vous expliquer comment je rentre là-dedans, je vais vous expliquer avantages et inconvénients, je vais voir chacune des parties, et puis je vais vous donner le Rex, quoi, parce que ça fait 5 ans que j'ai donné ce cours. Je ne le donne pas cette année, j'ai passé la main, mais c'est quelque chose qui me tient encore à cœur. Allez, on rentre dans le sujet. Partie 1, motivation. Donc, c'était important pour moi d'expliquer un petit peu le lien entre ce bouquin qui sort vraiment de la partie que technique de la programmation. Donc, expliquer les motivations. Bon, alors, je commence par Marc Andreessen, tout le monde le connaît, voilà, Software is eating the world. J'essaye de motiver tout le temps mes talks en disant l'informatique, c'est plus qu'important. Donc, il y a 5 ans, il fallait le dire un peu plus. Bon, maintenant qu'il y a eu Covid et tout ça, tout le monde se rend compte que, OK, si vous êtes si vous ne faites pas l'informatique, si dans votre business, il n'y a pas d'informatique, ça risque de mal se passer. Ça, curieusement, mes étudiants, ils ne le réalisent pas encore. C'est curieux, parce qu'ils sont nés avec, ils utilisent tout le temps, mais ils n'ont pas compris, je pense, la dimension vraiment essentielle dans le business. Donc ça, c'est un point, il faut que j'insiste. Bon, je ne suis pas encore complètement satisfait de tout ça, mais ils n'ont pas encore bien assimilé la puissance qu'ils ont finalement entre leurs mains vis-à-vis de notre société d'aujourd'hui. Alors ça, c'est un truc qu'on avait fait avec Lionel Marcouir, où on avait dit finalement, quand on regarde, on appelait ça des produits numériques. Quand on regarde un produit numérique, il y a trois dimensions. Donc on appelle ça un but, business usage et technologie. Et finalement, la valeur d'un produit numérique dépend de ces trois aspects. La techno, oui, ça c'est sûr. Si jamais il n'y a pas de techno, donc moi qui suis plutôt développeur, je vais d'abord regarder la techno. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me fait vibrer. Donc, si la techno elle est pourrie, on va parler bien sûr de plein de défauts, de machins, etc. Ça ne va pas tourner bien longtemps. Et puis, la valeur elle va faire que les gens vont voir que ça craque de partout, que ce n'est pas génial. Mais le truc le plus important, c'est quand même le business. Votre logiciel, il sert à quelque chose, votre produit numérique, il sert à quelque chose, il sert à un business. Et s'il n'a pas une utilité, bof, quoi. Il y a de faibles chances que ça marche. Et enfin, l'usage, c'est là où moi, je ne suis pas très fort, mais il faut quand même que je le mentionne. Si votre logiciel, il n'est pas facile à utiliser, il n'y a pas de user experience, user interface, donc je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est vraiment pas mon domaine. Là encore, il va rater sa fonction. Okay, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que j'essaie de dire à mes étudiants? C'est que la technologie, c'est un tiers, en gros, de la valeur. Il faut vraiment sortir de la technologie. Et là, je commence à dire, vous voyez, si on reste sur un langage de programmation, si on reste dans nos termes informaticiens, on va rester là. Voilà, tac, on va rester là. Et ça, c'est pas bon. Il faut absolument qu'on rentre dans ces zones-là. Voilà, c'est ce que j'essaie de leur expliquer. Comprendre tout le business, peut-être pas, mais il faut absolument qu'on rentre dans cette zone. C'est-à-dire que notre code, il se rapproche des usages, du business. Et là, j'essaie de leur expliquer cette notion de ubiquitous language ou ce genre de choses, vraiment sur ces concepts. OK, ça commence à parler. Et après, je dis, OK, donc bon, maintenant, on a compris ça et on va rentrer dans la technique parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui m'intéresse dans ce contexte. Et je dis, on va prendre un parti, on va programmer avec des objets. Les objets, on va voir ce que c'est un peu plus dans le détail. Certains ont déjà une expérience. Bon, j'avais présenté ça comme une entité qui a une identité, qui est unique, qui a ses propres données, qui fait les traitements. OK, ça c'est la technique. Mais en fait,
il ne faudrait pas qu'on tombe. Moi, je leur explique que quand j'étais plus jeune, donc au siècle dernier, hein, c'est vraiment les cours du siècle dernier, on faisait, je crois que ça s'appelle toujours des POJO, donc Plain Old Java Object. Donc, c'est vraiment se dire tout est objet, l'encapsulation à fond, la responsabilité, la cohérence. Voilà, on fait vraiment des vieux objets. Et en fait, quand on suivait presque cette méthodologie, on tombait presque sur des bins et où on avait à chaque fois ces fameux getters et ces fameux setters. Voilà. Et là, j'essaye de faire une caricature, donc c'est pas facile. J'essaye de faire une caricature en disant voilà, on est par la communication par message, des références, du couplage faible, etc. Mais ça, c'est très tech en fait, c'est super tech. Et si vous restez dans ce domaine-là, si vous stéréotypez tout comme ça, si à chaque fois que vous parlez avec quelqu'un qui peut juste en logiciel vous dire ouais, donc ça c'est un getter, c'est un setter, eh ben, vous allez casser le lien, vous allez casser les communications. Et c'est ce que j'expliquais aussi dans cet article dans le blog là, c'est que finalement, moi je considère qu'un développeur, c'est un traducteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui écoute un besoin. Le besoin, il vient de quelqu'un, hein, soit l'utilisateur final, soit une société qui a compris qu'il y avait un business là. Mais le développeur, lui, il écoute le besoin et il le traduit pour que la machine puisse l'exécuter. Et donc, il faut avoir conscience qu'on a un petit peu ce rôle de traducteur. Donc, il faut qu'on se rapproche du vocabulaire de cette personne qui a son besoin, quoi. Donc, en gros, du business ou de l'UX. Et si on reste trop dans notre domaine plain old Java Object, bon, il faut qu'on en sorte. OK, donc ça, c'est le tome 1, en gros, du cours. Je mets quand même deux sessions là-dessus pour vraiment essayer de les sortir parce que, en fait, le problème, c'est qu'il va falloir qu'ils désapprennent à un moment donné. Ça c'est ma grosse difficulté pédagogique, c'est qu'il faut que j'arrive à leur faire en sorte qu'ils désapprennent certaines choses. OK, je commence de suite par le Rex. Je ne sais pas si vous voyez des collègues qui sont un peu là-dedans ou si vous voyez vous-même avant d'avoir lu ces bouquins ou ce genre de choses. Voilà, donc en gros, j'avais vu une presse que je ne me plante pas son nom, Alistair. Alistair, c'est Cockburn, hein, je crois, celui qui a vraiment inventé le modèle hexagonal, où il parlait de Shuari, là, une méthode japonaise, où il disait au début, quand on est étudiant, Shuari, il y a ces trois stades dans l'apprentissage. Le premier, c'est vraiment très, très scolaire. Et ensuite, le deuxième, Shu-A, le deuxième, c'est A, c'est qu'on récite les katas. Moi, j'ai pas mal d'étudiants, ils viennent, ils sont en master, ils sont pas mauvais et ils veulent réciter. Ils veulent me montrer qu'ils connaissent toutes les techniques, quoi. Donc, Alistair, il faisait ce parallèle en montrant quelqu'un dans un dojo, là, le mec, il va faire tous les katas du monde possible et imaginaire, quoi. Et en fait, moi, ce que j'ai, c'est des étudiants qui sont super techniques. Et il faut que je les sorte de là pour essayer de leur expliquer, mais attends, ce qui est important, c'est pas tant la technique, hein, c'est vraiment le business, c'est vraiment le UX, c'est vraiment ces concepts-là, quoi. OK, donc ça, c'est le but de ce cours. Bon, je dois avouer qu'à ce stade, c'est plutôt moyen. Certains comprennent, je pense parce qu'ils ont plus d'expérience. Ils ont déjà commencé à faire des applications, ils ont déjà joué à ce rôle, ils ont déjà eu quelqu'un qui leur a demandé de faire une application, donc une espèce de personne qui leur a donné des exigences. Donc certains y arrivent, hein, mais pas tous. La plupart, ils sont encore très techniques et ils ont l'impression que s'ils maîtrisent plein de techniques, ils vont être encore plus forts et qu'ils vont pouvoir résoudre tous les problèmes du monde. Voilà. Donc c'est mitigé, mais je pense que c'est encore nécessaire et je le refais à chaque fois, même si j'ai quand même la conviction qu'en sortie de ces deux cours-là, c'est pas encore 100%. J'ai quand même l'impression que je pose des petites graines et qu'un jour, elles vont ressortir. Ah ouais, d'accord, je comprends, il faut que j'arrête peut-être un peu trop ma surtechnique. OK, ça, c'est la partie 1. Partie 2. Je rentre là, poum, directement dans le DDD et dans l'architecture hexagonale. Alors, ça fait le lien avec ma partie 1 parce que je commence à dire, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder le business. Donc ça, c'est, moi, personnellement, ce que je trouve vraiment intéressant dans le DDD, c'est cette couche domaine. Elle est vraiment, pour moi, exceptionnelle, où on se dit, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter avec mes oreilles grandes ouvertes. Je vais écouter le besoin, et je vais coder ce besoin. Et je vais coder ça dans une seule couche, la couche domaine. On va faire un seul package, on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas y aller avec la technique de package, de sous-package, non, on va faire un seul package et on va coder tous les concepts que vous entendez, vous essayez de les coder sous forme d'objets. Donc, tout ce que vous entendez, vous codez ça sous forme d'objet. Et je prends un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple du jeu d'échecs.
Alors, tous les étudiants ne connaissent pas ce jeu, mais grâce à Netflix, là j'ai eu du bol, ça commence à être un peu plus répandu. Mais c'est un jeu qui est compliqué, le jeu d'échecs. Il y a des pièces, il y a un plateau, il y a des mouvements bizarres, le rock, il y a un objectif, faire mat, il y a des choses bizarres, le pat, c'est match nul en quelque sorte. Voilà. Et ça, bam, si je leur demande de copier de coder un pion, un plateau, ils vont y arriver. Mais si je leur demande de coder un rock en objet, là, ouais, ça coince. Ah ouais? Mais comment on fait? C'est pas si simple de coder le rock en objet. C'est pas si simple de coder le pat en objet. Comment on fait tout ça? Et là, l'idée, c'est de sortir de leur zone de confort. Je me dis, ah, les gars, avec votre modèle Peugeot, là, ça va pas être joli. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée du truc, quoi. C'est de faire ça comme ça. Alors, ce que je leur dis rapidement, parce qu'il y en a qui me disent, mais c'est quoi domaine? Là, je suis obligé d'y aller vraiment au bourrin. Regardez, ce qui n'est pas domaine, l'interface utilisateur, ce n'est pas domaine. La sauvegarde. Alors ça, la base de données, dès que je leur dis la base de données, ce n'est pas domaine, on ne code pas. Là, j'en ai plein qui ouvrent des yeux super grands ouverts. Curieusement, ils sortent dans l'enseignement où on leur dit l'essentiel, c'est des datas. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être l'enseignement un peu français ou limite bordelais, mais je ne crois pas. Je crois que j'ai vu ça dans plusieurs régions de France où on va vous expliquer que pour démarrer, je pense que c'est très français en fait, pour démarrer une application, il faut commencer par faire le fameux schéma relationnel de données. Je pense qu'on traîne ça depuis Meurice. C'est pour ça qu'il y a un vieux, c'est intéressant d'avoir fait UML et tout ça, c'est l'enseignement français. Merci Meurice. Oui, Patrick me le dit. Et je pense que ça déteint encore sur nous, les enseignants. Moi, je fais ma critique. Hein. Moi, Meurice, c'était bien, j'ai appris des choses, mais il faut en sortir, quoi. Donc là, curieusement, il y a plein d'étudiants qui sortent, qui sont venus du système français, et on leur dit encore la data, la data, la data. Je dis non, la data, moi, je m'en fiche. Hein. Rock, c'est pas data. Un Pat, c'est pas data. Vous me codez ça que je comprenne. Et puis, il y a les super forts en tech, en sécu, en machin. Pour moi, tout ça, c'est du blabla. C'est pas business. Alors, il y a toujours ceux qui vont faire les polémiques, qui vont me dire, oui, mais alors si l'exigence, c'est de faire un truc sécurité, c'est pas business. J'ai toujours les petits malins là. Je dis, oui, d'accord, ok, mais le but du jeu, si tu fais un business, le but du jeu, c'est pas de faire une application sécurisée. Si tu fais un business, c'est de faire une application qui sert aux gens. Et peut-être que si elle n'est pas sécurisée, les gens ne s'en serviront pas. Mais le but, c'est pas de faire une application sécurisée. Le but, c'est de faire une application, j'en sais rien, la nana qui fait ceci, qui fait cela. Donc voilà, donc je suis obligé de marquer ça. Et là, ça commence, alors là, je vois qu'il y a beaucoup de discussions, ça commence un peu à râler, mais ah bon, c'est bizarre, mais c'est quoi le domaine? Voilà, compliqué. Domaine faire, j'insiste, vraiment, j'insiste, on va coder le métier. On va définir les objets métiers avant toute chose, quoi. En même temps, les data restent pour très longtemps. Oui, parfois trop, mais j'ai envie de dire. C'est carrément d'accord avec toi, Philippe. Donc, on va. C'est pas faux. Mais là, le but, c'est que DDD dure plus longtemps. En tout cas, j'y crois. Donc, on va préciser dans ce code, parce qu'on va écrire du code, les objets métiers, leurs données, leur traitement. Moi, je reste très objet dans la main. Quand je fais un objet, j'explique les données qu'il possède et les traitements, les cas nominaux et surtout les fameux cas exceptionnels qui arrivent tout le temps. En fait, c'est marrant d'avoir traité parfois ces cas exceptionnels. En fait, c'est des cas qui arrivent tout le temps. On ne va pas se soucier de la sauvegarde, de machin, etc. Domain first, on code le domaine. OK, là, on commence à faire de la pratique. Je leur demande à coder des trucs. Bah, ça rame méchamment. Et je leur dis, vous inquiétez pas, les gars. J'ai un truc pour vous. Alors, moi, je continue sur mon jeu d'échecs. J'avais mis le style là, excusez-moi. Mon jeu d'échecs, il est là. Donc, ils se rendent compte que c'est compliqué. OK, une partie, comment on code ça? Un échiquier. Comment on code ça? Un pion, une dame, etc. Une partie d'échecs, un échiquier. Comment on bouge les pièces? C'est quoi la relation entre. Tout ça, c'est compliqué. Donc, ils essayent de coder en Peugeot. Ils n'y arrivent pas. Et là, bim, voilà, il vient à ce stade. Je leur dis, bon, ben, heureusement, il y a quelqu'un qui nous a aidés. Il nous a aidés parce qu'il nous a donné des patterns tactiques. Et là, j'introduis ces quelques patterns tactiques. Au début, voire même, je prends que les 3 premiers. Donc, j'avais déjà fait des petites conférences là-dessus. Je pense que ces 3 patterns tactiques sont largement suffisants au début pour commencer à programmer un métier. Il faut parfois rajouter le service métier. Parfois, c'est intéressant, mais dans mon truc d'échec, on s'en sort. Sans le service, on s'en sort avec ces 3 premiers. Et le repository, j'en parlerai après. Donc, je leur explique. Je leur explique ce que c'est qu'un value object. Et alors là, je sens que je débunk. Je sens que je désapprends.
Vous voyez, c'est un objet immutable, c'est un objet qui ne bouge pas. Alors qu'on apprend en principe qu'un objet, c'est un état, que l'état évolue. Là, je dis, on va faire un objet qui ne bouge pas. Bizarre quand même, un objet qui ne bouge pas. Bah, c'est de la donnée, bah, pas forcément, parce qu'on pourrait avoir des espèces de traitements, mais qui ne feraient pas bouger l'état. C'est des requêtes simplement, quoi. Là, ça commence à être compliqué. Je débunk et j'explique cette notion entre value object, entity, aggregate. Je ne vais pas les expliquer ici, j'espère que dans le groupe, là, tout le monde connaît à peu près ces concepts. Hein. Le but, moi, ce n'était pas de les expliquer. Le but, c'est de vous montrer comment le parcours, comment on passe à l'apprentissage. Là, il faut avouer que les étudiants se régalent. Pourquoi? Parce que vous leur proposez un nouveau puzzle. Ils sont quand même assez techniques. Ils aiment ça, ce genre de difficulté. Vous leur proposez un nouveau puzzle qui avait l'air compliqué, faire une application sur les échecs, et puis vous leur donnez des contraintes. Et c'est assez marrant parce que quand on donne des contraintes, eh bien, de suite, on a un sens créatif qui se met en route. Ça, je l'ai remarqué. Je vous donne un casse-tête, je vous dis, fais ce que tu veux. Oh là là, je vous donne un casse-tête, je vous mets des contraintes, je vous tac, tac, empêche de faire des trucs, là, bam, la créativité. Alors attends, comment je fais ça? Je peux pas, tac, tac, tac. Quand les portes se ferment, ça c'est particulier, mais quand les portes se ferment, on a, je pense tous, un sens créatif qui devient exacerbé. Et là, on commence à trouver des solutions. Ils disent, mais c'est dingue, mais en fait, ça m'aide ce truc-là. Ces contraintes m'aident, ça me simplifie le travail. Donc, c'est un truc de malade. Hein. Ça marche vraiment très, très bien. Sur le jeu d'échecs, c'est une tuerie. Et j'essaye de leur montrer qu'on a différents niveaux d'abstraction. Je leur dis finalement, la partie, c'est l'aggregate. C'est le truc très haut niveau. Un pion, un fou, une case E4, E4 c'est E4, je ne vais pas changer E4 en E5. Donc, c'est plutôt un value object. Voilà, ce genre de choses. Et ça passe vraiment bien. Ça, c'est vraiment des concepts qui passent top. Une fois que j'ai fait ça, je commence à travailler sur cet aggregate. Je dis, voyez, là, il y a un objet qui est un peu particulier. Il y a un peu un objet de haut niveau. Bon, franchement, la case E4, OK, on a compris, c'est la case E4. Le pion, on a compris, c'est le pion. La partie d'échec, le game, j'appelle ça le game, elle a un statut quand même particulier. Déjà, c'est un truc qui sera visible hors du business. C'est-à-dire que vraiment, on comprend, voilà, démarre ta partie, fais tes déplacements, ce genre de choses. Puis, on comprend que son état, c'est l'état de toute la partie. On comprend que c'est ça qu'on a envie de sauver. Donc là, j'essaye d'expliquer ce que c'est que l'aggregate. Et franchement, ce n'est pas facile. Du coup, j'ai une définition très simplifiée par rapport aux définitions du bouquin, par rapport à tous les blocs qu'on peut voir. Là, je prends des raccourcis. C'est encore une fois, c'est un mécanisme pédagogique. Je fais un stéréotype de ce qu'est un aggregate pour que ça passe un peu plus facilement auprès de mon public étudiant. Là. Donc, je fais un petit stéréotype de ce que c'est que l'aggregate. Je dis, voilà, c'est un gros objet qui contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur, contrôle le déplacement des pièces. C'est lui qui sait où sont les pièces. C'est lui qui vous autorise de faire ça. C'est lui qui sait si vous avez roqué ou pas, ce genre de choses. Et c'est lui qui va être visible de l'extérieur. Quand on parle à des joueurs d'échecs, ils disent bah, je commence une partie, je fais E4, je fais E5, ce genre de choses. Quoi. Voilà. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer, cette notion d'aggregate. Pourquoi j'essaie d'expliquer ça? Parce que je vais arriver vers ce fameux repository. Là encore, ce que je fais, c'est que je fais un stéréotype. C'est presque ce qu'il y a écrit dans le bouquin. Il faut faire un peu attention, ce n'est pas non plus un trop gros stéréotype. Dans le bouquin, si vous lisez le Blue Book, il est écrit qu'un repository, c'est essentiellement un repository d'agrégat. Donc, je dis, ben voilà, l'agrégat, la partie, c'est ce qu'on va vouloir sauver. Tu vas vouloir sauver ta partie. Tu vas vouloir reprendre ta partie, retrouver une partie. Et ça, tu as besoin de nouveaux concepts. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un nouvel objet, tu fais quoi? Et là, ben, génial, on a encore une solution, une réponse à ces questions dans le Blue Book ou dans le Red Book, c'est ce concept de repository. Donc, autant les 3 premiers patterns tactiques, ça va très, très bien. Le repository, là, ils comprennent qu'on est en train, peu ou prou, de réintroduire la base de données. Ils me disent, mais monsieur, on réintroduit la base de données. Et là, je dis bien non. En fait, on réintroduit une abstraction de la base de données. On redéfinit ce que doit être vraiment la base de données. On ne va pas prendre tout SQL, tout truc. Non, non, on dit simplement les services dont on a besoin au minimum. Voilà, donc là, il y a quelques étapes sur le repository qui ne sont pas super simples. J'ai ce côté un peu technique de l'inversion des dépendances. Là encore, c'est un petit exercice technique qu'ils aiment bien. Et in fine, après cette partie 1, je vais faire un petit schéma juste à côté. Après cette partie 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon domaine qui est là. Tac.
avec les 3-4 concepts tactiques, là, les patterns tactiques, pardon, donc value object, entity, aggregate. Et puis, j'ai un espèce de concept un peu fou, le repository, et je leur explique que derrière, j'ai l'infra, tac. Et l'infra, inversion de dépendance, c'est l'infra qui dépend. Donc là, c'est mon deuxième point. Là, il faut avouer que je suis arrivé quasiment à la moitié du cours, un peu plus, même souvent, je prends un peu plus de temps. Et là, je vois beaucoup de sourires. Là, je vois beaucoup de sourires parce qu'il y en a plein qui disent ah ouais, mais là, on reprend. Là, on voit le public. Moi, j'ai de la chance, hein, j'ai un public de développeurs. Il y a plein qui me disent ouais, c'est cool, là, on reprend le contrôle. On est pleinement des développeurs et finalement, la base de données, c'est une solution de sauvegarde, mais ce n'est pas un truc central. Ce qui est central, c'est notre code fait. Non, ce qui est central, c'est le métier, c'est le domaine. Ah oui, exactement. Ouais. Et là, en fait, ouais, là, je vois pas mal de sourires. J'en vois un peu deux, trois qui sont parfois encore un peu sceptiques. Mais franchement, là, cette partie, ça porte l'adhésion. Et ce qui fait que je suis assez confiant dans ce choix de partir des patterns tactiques. Encore une fois, je pense que c'est propre à ce contexte d'avoir une audience qui est essentiellement des étudiants en développement. OK, troisième partie, je vais essayer de faire dans le temps. Le pourquoi versus le comment. Oui, effectivement. Partie 3. Donc là c'est un peu plus chaud parce que l'objectif est de leur expliquer, OK, vous avez votre domaine, vous avez votre repository, mais derrière, il va y avoir vraiment des interfaces d'utilisation. Donc, cette notion d'interface utilisateur. Et en fait, cette interface utilisateur, c'est plus facile si on a défini un peu une abstraction, c'est-à-dire que si de suite on ne vient pas dans l'écran, dans la requête HTTP ou machin, etc. C'est plus facile si on définit un concept abstrait de cette interface utilisateur. Et pour moi, c'est ce qu'incarne la couche application. Alors ça fait débat auprès des experts du DDD, on en parle régulièrement avec deux, trois collègues là. Bon, c'est encore une fois un parti pris. Il est pas mal. Dans le concept, dans le contexte pédagogique, il est pas mal. Je vais essayer de vous expliquer ça. Donc, j'ai repris ce chart qui est vraiment intéressant et qui montre que finalement, un agrégate, si vous regardez bien, on va le créer, on va le modifier. Donc là, c'est un espèce de cycle vie de l'agrégate. Hein, on le crée, tac, il est créé, il est actif. On va le modifier. Et puis, à un moment donné, on peut le mettre en base de données. On peut même l'archiver complètement. Et donc, on comprend qu'il y a un cycle de vie. Et l'utilisateur, j'ai envie de mettre user, on ne sait pas encore bien ce que c'est, user, il est là, lui. Est-ce que c'est lui qui a le droit de faire un new? Ah, pas clair, c'est compliqué si c'est lui qui a le droit de faire un new. En tout cas, c'est lui qui a le droit de modifier, oui, ça c'est clair. Est-ce que c'est lui qui dit faut le stocker, faut le reconstituer? Ah non, là, c'est pas top, ça, carrément pas top. Eh bien, en fait, j'essaye d'expliquer que, OK, donc il faut une espèce de… On va définir une abstraction. On va définir une abstraction et ça, en fait, c'est des espèces de services. C'est un service qui dirait, construis-moi une nouvelle partie d'échec, s'il te plaît. Joue tel coup. OK, j'ai terminé, j'arrête. Si tu veux, sauve-la. Si tu ne la sauves pas, garde en mémoire. Peut-être je reviendrai tout à l'heure. Voilà. Donc ça, j'essaye de définir, d'expliquer qu'on a besoin de ce niveau d'abstraction avant même de rentrer dans la détail que tu as un bouton, tu as une requête HTTP ou quoi que ce soit. Et ça, pour moi, c'est vraiment la couche application. La couche application dans cette architecture hexagonale, hein, donc on a domaine qui est là, tac. Hop là, il y a l'hexagone, tac, tac, tac. Tac, OK. Pour moi, je la mets là, la couche application. Alors, je suis désolé, j'ai plus de pile dans mon stylo, donc j'utilise mon doigt et c'est un peu gros. OK. Et là, on a l'infra. OK. Donc, cette couche application, c'est une abstraction pour qu'ensuite les UI, les machins puissent utiliser le domaine. En fait, elle va offrir une abstraction au domaine. Et je trouve qu'une bonne façon de faire cette abstraction, c'est d'offrir des moyens pour manipuler le cycle de vie, donc création, retrouver, stocker, offrir des moyens pour accéder aux méthodes publiques des aggregates. Et moi, j'aime bien cette vision microservices, quoi. En fait, des services stateless. Donc, finalement, dans cette application, ici, là, tac, là, je vais avoir ce que j'appelle un peu des microservices. Voilà. Donc, ça, c'est bon, une petite liberté par rapport à l'interprétation, mais c'est pas mal. Et donc, du coup, je dis, voilà, vous allez avoir des espèces de services stateless. En gros, l'idée, c'est qu'on pourrait démarrer un conteneur, lui demander de retrouver la partie numéro 405 et puis jouer, je ne sais pas, le coup des 4, machin, etc. Et puis dire, OK, je m'en vais. Et on pourrait shooter le conteneur parce que ça y est, il a décidé qu'il avait sauvé dans une base de données ou ce genre de choses. Voilà, c'est ça que j'essaye d'expliquer, ce côté service stateless
Stateless dans le sens où je peux le démarrer et le killer. Mais bien sûr que derrière, il y aura un stocker, une base de données ou ce genre de choses. C'est pas facile à faire passer, mais l'idée, c'est en gros, voilà, microservice. Il démarre, boum, il exécute, tac, je le kill. Et ça marche. On vient sur le jeu d'échecs et j'ai mon fameux game service qui commence à apparaître. Et vous voyez là, hop, create game, move, tac, tac, tac. Et ça, finalement, ça marche pas trop mal. Et on voit derrière, on va utiliser alors soit des factories, parfois j'utilise des factories, autre chose. On va utiliser le repository, on va utiliser les méthodes de l'agrégat, mais l'utilisateur utilise que ces services-là. Il ne va jamais aller dedans. Tout ça, c'est un peu masqué en quelque sorte. Voilà. Donc ça passe pas mal. Hein. Ça, il faut avouer qu'en termes de pédagogie, là, les étudiants, ils comprennent assez bien. Ils voient bien l'intérêt. Ils disent, ah ouais, du coup, c'est des gros services. Et en fait, ils commencent à comprendre ces notions de microservices. Bon, c'est pas un cours d'archi, hein, donc je ne vais pas trop loin non plus. Ok, du coup, on commence à connaître des petits clients très simples. Allez, hop, ça, c'est un petit client très simple. Je crée mon game service, donc j'instancie mon conteneur. Je lui demande de créer un game et je fais un move. Voilà. De VR4. Ça, c'est au passage, ce sera des value objects. Les locations sont des value objects. Donc, j'ai le droit d'utiliser à l'extérieur. Et ça marche pas mal. Hein. Franchement, c'est plutôt cool. OK, donc on en est là, finalement. On a cette architecture hexagonale, le domaine, l'application. J'oubliais de dessiner. On a déjà fait le lien avec l'infra. Et du coup, il ne me reste plus qu'à faire la couche UI. Comment on fait pour rajouter cette couche UI? C'est un truc pour moi qui est un peu indépendant finalement et qui va utiliser notre abstraction finalement. Vous voyez, c'est un truc qui est là, la couche UI, et qui va utiliser des services, create game, move ou ce genre de choses. Et finalement, il y en a plein des UI. Je donne un exemple d'UI command line interface, je donne un exemple d'UI super graphique. Et ce que je leur dis, c'est là, c'est des petits blocs en fait, tac, des petits blocs qui vont se plugger sur notre abstraction comme ça. Et ces petits blocs, on peut les développer comme on veut. On peut faire soit des webroutes, soit utiliser des patterns, ce que vous voulez, etc. Mais c'est un composant à part entière, c'est une couche à part entière. Donc là, je ne rentre pas trop dans le détail de cette couche parce que ce n'est pas mon job. Et puis, finalement, j'ai quasiment plus de temps dans mon cours. Alors, comment ça passe? Ça passe pas trop mal. Là, je mettrai ici. Certains sont assez contents. Voilà. Vous avez vu qu'il n'y a jamais personne qui est mécontent. Ce sera pour le dernier level où là, j'en prends quelques-uns. Mais ça passe plutôt pas mal, dans le sens où ils comprennent bien ce niveau d'abstraction. Ils voient bien le lien avec l'interface utilisateur. Ils sont contents de retrouver l'interface utilisateur, parce qu'il y en a qui aiment vraiment bien faire ça. Et puis, là, ils réalisent pleinement qu'ils peuvent faire plusieurs interfaces utilisateurs complètement différentes, des REST services, du vraiment graphique ou plein d'autres choses. OK, dernière étape, sinon je vais parler toute la nuit. Là, on monte dans le côté stratégique. Alors, j'y tenais ce niveau stratégique du DDD. Je leur explique finalement que ce qu'on a fait, c'est un contexte un peu délimité, ce fameux bounded contexte. J'explique qu'un hexagone, ça a sa propre vie, c'est cohérent dans les concepts qu'il propose, c'est ouvert via l'application. Ça peut proposer des interfaces utilisateurs ou ça peut être derrière, etc. Et c'est indépendant des frameworks qu'il utilise. Donc, on a un bloc. Alors, les tests, je les fais bien avant, Patrick. J'en ai pas beaucoup parlé, mais dès qu'on fait le domaine, on fait des tests. C'est même avant, tout quasiment dès le début, en fait. Donc, pardon. Je reviens sur ce notion de l'hexagone, le machin, etc. Je dis, voilà, tout ça, c'est en fait, c'est hop, hop, hop. J'essaye de faire un cube, tac, tac. Ça va être très moche, je suis désolé. Mais voilà, c'est un cube, en fait, finalement. C'est un cube et on peut l'utiliser tel quel. C'est génial. Une espèce de un petit composant, en quelque sorte. Je leur dis, mais bien souvent, un système complexe, on va avoir plein de contextes, plein de cubes. Tac, 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 tac. J'ai un cube qui est là, qui va gérer ceci. J'ai un autre cube qui est là, qui va gérer cela, etc. Donc là, il commence à dire, ah ouais, je comprends. Et donc, il faut faire plusieurs examens. Oui. Et du coup, pas tous. Là, il faut avouer que là, c'est ceux qui ont vraiment, qui commencent à avoir cette vision un peu au-dessus. Là. Mais du coup, comment on fait pour gérer les relations entre contextes? Et là, je rentre, bien sûr, dans le niveau stratégique. Je parle du shared kernel. Est-ce qu'il faut partager des classes? Et là, on se rend compte que ce n'est pas top. Est-ce qu'on peut faire de la communication directe, un peu un couplage? Je dis oui, OK. On peut même faire de la communication par échange de messages. Là, il faut avouer que ça reste au niveau schéma, qui commence à comprendre. Et je leur dis, voilà, il y a même des concepts un peu plus avancés, anti-corruption layer. Puis on finit par une map. La map va nous permettre de comprendre où sont tous les contextes, etc. etc. Donc ça, c'est le niveau stratégique.
Je termine sur ce fameux ubiquitous language qui est vraiment important. Je termine sur les concepts finalement centraux du DDD. Pour expliquer que finalement, on a défini, on a codé un langage à l'intérieur de notre body de contexte. Et je dis attention, voilà, dès qu'on va aller dans d'autres contextes, ils auront peut-être les mêmes termes, mais pas les mêmes définitions. Bon, enfin, bon, j'explique ce qu'est le DDD au niveau stratégique, quoi. Ok, bon, là, ouais, je vais dire que là, il y en a quand même pas mal qui sont paumés. Et ouais, disons, allez, on va faire ça. Ouais, je vais faire un trait un peu plus gros comme ça, quoi. Là, le stratégique, ça passe pas de fou. J'en avais pas mal discuté avec d'autres experts là, du DDD qui me disent qu'il faut quand même que tu aies une application complexe pour comprendre ce niveau stratégique. Je pense aussi qu'il faut avoir un petit peu d'expérience. Il faut avoir développé des trucs, il faut avoir vécu des choses. Je ne suis pas persuadé que mon public étudiant ait la maturité pour comprendre ce niveau stratégique. Voilà. OK. J'avais prévu une demi-heure. Hein. Je ne sais pas du tout si je suis dans les clous. Je ferai plus, parce qu'après, je trouve que c'est un peu fatigant. J'espère pas être allé trop vite, en tout cas. Donc, en conclusion, déjà, il y a un examen. Ça, c'est marrant. Il y a un examen et l'examen, en fait, je propose un mini cahier des charges type jeu d'échecs. Je crois que la dernière fois, j'avais présenté la régate. La régate, j'ai dû faire un meet-up là-dessus. Qu'est-ce que c'est la régate? On joue à un jeu où on joue des bateaux, des navires à voile, là, et on doit essayer de leur donner un cap en fonction du vent, on met la hauteur de la voile, etc. Et puis, on fait avancer nos bateaux, et puis il faut franchir les premiers la ligne, quoi. Voilà, donc à chaque fois, il y a un mini-objectif dans lequel j'essaye de m'arranger pour qu'on retrouve assez facilement des value objects, des entities, un aggregate. Donc là, c'était la régate. J'essaie de faire en sorte que ce n'est pas trop difficile de trouver l'aggregate, de trouver le concept central. Et j'essaie de leur demander de programmer vraiment au niveau domaine. Voilà. J'essaie de voir s'ils sont capables de coder le domaine. Ensuite, je les challenge sur le repository, savoir s'ils sont capables de faire l'abstraction avec le repository. Ça, c'est important pour moi, l'inversion des dépendances, ce genre de choses. Et puis, je vais jusqu'à la couche application pour savoir si vraiment ils ont compris cette couche d'abstraction, voilà, s'ils ont compris qu'on est vraiment dans l'abstraction, dans le microservice, etc. Donc, en gros, je les questionne sur le domaine, l'application et savoir s'ils sont capables de faire des inversions de dépendances. Alors, là-dedans, faut avouer que j'ai quasiment du 100%. Là, c'est assez impressionnant. C'est des choses qui passent bien, finalement. Coder le domaine, c'est des choses qui passent bien, bien nommer, le nommage, insister sur la proximité des noms avec les termes qu'on utilise dans le cahier des charges. Ben, finalement, ça passe super bien. Là, c'est technique. Ouais, je vais dire qu'il y a 70% des étudiants qui arrivent. Voilà, ça reste assez technique. Je prends beaucoup de temps en cours, en TD pour expliquer, ça passe. Ça, par contre, j'ai toujours des difficultés. Là, il y a quand même moins de 50% des étudiants qui arrivent. Il y en a plein qui n'ont pas compris le côté j'ai un microservice, une abstraction qui sera utilisée par les autres, etc. Voilà, donc ça c'est un peu le bon. Voilà, est-ce que parce que je prends trop de temps peut-être sur le domaine dans mon cours, je ne sais pas, mais c'est encore des notions qui passent pas top, surtout à l'examen. Ok, j'ai fait un petit sondage pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient. En fait, ça marche vraiment bien. Donc ça, c'est assez impressionnant. Ce côté DDD, alors je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais en fait, il y en a plein qui adhèrent. Donc, on a fait des enquêtes de satisfaction. Les gens adhèrent vachement. Voilà. Je pense que c'est la couche domaine. La couche domaine, ça plaît. Coder d'abord et tester, parce qu'on teste. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais coder et tester le domaine, pouvoir faire tourner quelque chose alors qu'on n'a pas de base de données, inverser les dépendances, et donc du coup, je ramène la base de données après. Ça plaît. Ça plaît, alors c'est mon interprétation, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Ça plaît, je pense, parce que j'ai un public de développeurs. Et en fait, on reprend le contrôle quand même. Hein. Quand on est développeur là-dedans, on reprend le contrôle. Donc là,
on n'a pas l'impression d'être celui qui pisse du code. On a plus l'impression d'être la personne qui a un traducteur, mais qui traduit, et le texte traduit, et le digne reflet de ce qui a été exprimé. Et on est fier de voir la traduction. Ouais, elle est belle, ma traduction. C'est pas grossier, quoi. Donc ça plaît vachement, quoi, en clair. Donc, en gros, moi, je ne pourrais plus revenir sur un cours à l'ancienne où je m'amuse avec les classes, les héritages, les machins, etc. Finalement, là, je ne sais pas si vous avez… J'en ai pas du tout parlé d'héritage dans le truc. Là. OK. Tout est disponible, tous mes slides, j'ai mis les cours sur YouTube, les slides. Vous pouvez m'envoyer un mail, je peux tout vous envoyer. Je suis complètement disposé à tout vous donner. J'ai même les archives des anciens examens, voilà. Opposé. Ouais, on peut en parler du coup, Patrick, je t'explique ça de suite. Ouais. Mais voilà, tout est disponible. On peut en parler de suite. Même. Est-ce que tu veux prendre le micro, Patrick, du coup, pour détailler ta question et puis ça me permet peut-être d'y répondre? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous. Ouais, je comprends pas comment tu opposes les plain objects, genre Popo, Pojo, etc., enfin suivant le langage, avec l'hexagonal et le DDD. Surtout qu'en fait, moi je pense que c'est tout l'inverse. En fait, ça pousse justement à faire des vrais jolis plain objects en pur langage dans le domaine, quoi. Ouais, alors c'est peut-être mon interprétation est certainement différente de toi du Pojo. Moi, ce qu'on m'a expliqué du Pojo, et c'est comme ça que je l'ai enseigné aussi pendant des années, hein, c'est que, si tu veux, c'est le stéréotype de l'objet. Donc, il a un état. Il a un état qui doit encapsuler, qui doit cacher avec les propriétés privées, machin, etc. Et donc, du coup, tu n'as pas l'immutabilité, en fait, en quelque sorte. C'est de faire à l'ancienne, hein, je parle. Hein. Tu ne peux pas avoir un value object. Un value object, pour moi, ce n'est pas un Pojo. Tu vois, dans ma définition, hein, je ne suis pas en train de dire de manière générale, hein, et peut-être que j'utilise mal le terme Pojo, mais pour moi, un Pojo, c'est vraiment un objet avec son état qui va bouger. Et certaines de ces méthodes, pas toutes, mais au moins une de ces méthodes va avoir un effet de bord sur l'état. Ça, c'est un aggregate. Alors, un aggregate root. Alors ça, c'est quand tu reprends l'utilisation des termes DDD. Ça pourrait même être une entity. Hein. Mais donc, tu vois, tu comprends un peu ma position? Ouais, je comprends. Je comprends voilà. la vision. Ouais. Donc, Après, effectivement, moi, j'ai une vision un peu plus large. Pour moi, un objet, c'est un objet. C'est pas qu'il est des getters et des setters, c'est pas ça qui va faire que c'est un plain object, quoi. C'est le fait que simplement on soit dans le paradigme objet. Ouais, alors tu vois, c'est peut-être, je vais reprendre tactique. Donc ça c'est vraiment, on est vraiment dans les tactique, voilà. Donc ça c'est intéressant parce que à l'ancienne, je disais que un objet traditionnel, c'est une identité unique et des données propres et des traitements dont il est responsable. Et le et, c'est must, en quelque sorte. Mais must have. Tu vois, c'est pas un must, mais must have. Et en fait, tu te rends compte que ça marche pour les entités. Une entity, oui, elle a un ID, oui, elle a des connexions propres, voilà. Mais ça ne marche pas pour les VO. Ça ne marche pas pour les services. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, c'est là-dedans que là, c'est presque. Je ne suis pas sûr que c'est une grande plus-value, hein, mais en tout cas, dans mon enseignement avant, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que tous les objets avaient une identité unique. Tu parlais de 7 objets. D'accord. Tu vois? Et c'était vachement important de comprendre ça. Quand je parlais d'un plain old Java object, c'est OK, c'est 7 objets-là. Et finalement, tu te rends compte, ouais, mais non, il y a des objets, je m'en fous de leur identité. Et ce qui est super intéressant, je trouve, avec DDD, c'est quand tu fais une entity, moi, ce que je demande, encore une fois, c'est un stéréotype, mais ce que je demande, c'est que dans la classe, tu dois avoir une propriété ID. Tu dois avoir ID. Pardon. Alors que si tu
code à l'ancienne, cette propriété ID n'est pas nécessaire parce que tout le monde l'a et qu'elle est supportée par Java ou quoi, peu importe. Tu vois? Donc, pour moi, c'est différent. Ouais. C'est un peu différent. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas si ça te… Je vois ce que tu veux dire, mais ce qui m'a vraiment étonné, ça a été avant même que tu commences à parler de plain object, c'est Ouais, vraiment que dès le début, je crois, sur le premier slide, il y a, ouais, justement, tu opposes l'APO et le DDD. Ensuite, tu parles rapidement de l'archi hexagonal. ouais. Or, il se trouve, moi j'ai pas mal discuté aussi avec des collègues, il se trouve que on est tous assez d'accord pour dire que l'archi hexagonal, quand on arrive à l'archi hexagonal, en fait, c'est qu'on a appliqué les principes solides, notamment de la PO. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à voir pourquoi autant les opposer. Tu parlais d'inversion de dépendance, bah, là on est en plein dans solide et dans les principes objets. Je me suis certainement mal exprimé. Hein. Ce que je veux opposer, c'est une ancienne façon de faire le cours, dans lequel où on va insister à mort sur l'encapsulation, l'état qui doit être absolument protégé, qui doit bouger, l'héritage avec, enfin, il y avait, je ne sais pas si tu as connu ça, mais des exercices sur l'héritage. Oui, Tu vois, je hein? connais, ouais. Surtout qu'en plus aujourd'hui l'héritage est déconseillé. Bah, oui, voilà. Donc en fait c'est ça que je veux, que je veux opposer. Tu Je vois. comprends, je comprends. Donc je m'exprime peut-être mal en essayant de prendre le terme Pojo avec ça. Mais ce que je veux expliquer, c'est que quand je faisais mon cours, moi j'ai fait des cours dans les années 2000, j'avais le cours Java à Paris 6, si tu veux, j'expliquais l'état, encapsulation, on retournait des clones pour faire attention à l'encapsulation, et puis ensuite on avait des exercices qui n'avaient pas de sens sur les carrés, est-ce qu'un carré est un rectangle ou un losange ou machin. Enfin, voilà, à l'époque, moi j'étais convaincu que c'était ce qu'il fallait faire. Et quand tu lis le Blue Book et le Red Book, c'est who cares, quoi. Enfin, c'est pas ça l'important. Donc c'est ça que je veux opposer. Peut-être que je m'y prends mal en prenant le terme Pojo, mais en tout cas, c'est ça que je veux opposer. Voilà. C'est peut-être plus clair, non? Oui, c'est plus clair. Voilà. Excuse-moi, hein, si jamais pour toi, Pojo, c'est. Ouais, on n'a pas la même sémantique hein, sur Pojo. Peut-être on n'a pas tout à fait le même vécu non plus. Mais moi, derrière Pojo, je vois, je ne sais pas si tu as connu les Java Bean. C'était Java 1.0. Hein. Les Java Bean, on te disait, voilà, tu définis tes propriétés et puis je te génère les getter-setters. On avait des IDE. Le but du jeu, c'était de générer au plus vite les getter-setters. Hein. Ouais. Bah, moi j'ai fait très très peu de Java, c'était il y a très longtemps, donc je les ai vus passer. Moi je suis sur Ouais, du PHP depuis longtemps, Laravel plus Symfony. ouais, Et aujourd'hui par exemple, moi je suis assez comment dire, étonné de voir que la plupart des projets qui sont vendus comme étant des projets DDD dans les boîtes, ouais, en fin de compte, on se retrouve avec du doctrine, enfin avec de l'ORM en plein milieu du domaine modèle. ouais, Et à chaque fois, moi, ouais. je suis très frustré Et ouais, parce que j'ai envie d'aller au bout un peu de mes idées. Sauf ouais. qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en France, c'est terrible, mais des projets comme ça, on n'en trouve quasiment pas. Euh, on trouve beaucoup de personnes qui veulent en faire. Ouais, Mais je suis d'accord avec toi. On nous propose Skinny Model. Ah, je ne connaissais pas celui-là. Et Xavier nous dit Pojo, pour lui, c'est différent de Java Bean. Ouais, d'accord. Donc, il faut que je fasse gaffe avec Pojo. C'est ça, en gros, le message que vous m'envoyez ici. Ouais, ça me va. Moi, ça me va. Hein. Si jamais vous comprenez bien ce que j'essaye d'exprimer et que vous trouvez un terme qui est 100 fois mieux, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était plain old Java Object qui veut vraiment dire voilà, le JB. Ouais, c'était vraiment le JB, quoi. Pas top, hein, quand même, un JB, quoi. Tout qui pour était moi, c'est ouvert. Hein. simplement un objet en langage pur, en fait, c'est-à-dire sans aucune dépendance externe. D'accord, ouais. Pour moi, l'entité est plus proche du Pojo, mais DDD, c'est pas que l'entité, quoi. Si on résume le DDD à l'entité, il y a plein d'autres trucs, quoi. Alors, il y en a qui s'expriment. Javabin, ouais, mais Javabin, c'est vraiment dirty. Hein. Ah, ouais, on va avoir des définitions de Pojo et en rupture avec le JB. Pourtant, sur la page Wikipédia que vous avez montrée,
Simplicité. Ah oui, d'accord. Ils font la rupture. D'accord. Ouais, Peugeot, pour moi, c'était des bines. Hein. Catastrophe, quoi. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va pas passer la soirée sur Peugeot. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est que je ne veux plus enseigner en faisant l'apologie de l'encapsulation, les colonnes et passer des nuits, des journées, des semaines sur l'héritage. Voilà. Euh, c'était ça le fond du message. J'en vois d'autres là je sais pas qui veulent, peut-être qui veulent parler. On a Xavier ou Auger, je sais pas comment on dit. Allez-y. Hein. Alvaro, tu veux t'exprimer? Vas-y, hein, si tu as des petites questions, go. Hein. Sinon, moi j'ai une petite question. Ceux qui ont appris le DDD, vous êtes parti comment? Plutôt pattern tactique ou plutôt stratégique dès le début? Voilà, ça c'est la grosse question. Et quelle est votre vision par rapport à ça? Tactique, c'était une erreur. Ah, intéressant. Vincent, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi? C'est possible que tu nous expliques pourquoi c'était une erreur? Ah, il y en a pas mal qui sont tactiques. Tu peux détailler, Vincent, ou tu n'as pas de micro peut-être? Qu'on arrive à comprendre. Je pense que tactique, c'est pas mal quand on a un background un peu technique. Ouais, il y en a qui. Non? Attends, il y a ceux qui posent les questions sur le chat. Ouais, ouais. Si vas-y, Alexandre, aide-moi, parce que là, je suis un Ok, peu. alors, Ah, voilà. quelques secondes pour arriver à activer son micro, Vincent. Génial. Ok. Voilà. Comment embarquer les gens du métier? Ouais, alors j'ai vécu ça avec, je pense pas, je pas le droit de citer leur nom, une société, on a participé à faire du coaching sur DDD, etc. C'est pas facile d'embarquer les gens du métier, mais en tout cas, si le code est vraiment, alors c'est une société française voilà, bon, qui s'occupe de produits, donc il y a des lois françaises qui régissent ce genre de choses, quoi. Et notamment, ils ont pris une décision à un moment donné, c'était de ne pas essayer de traduire en anglais. Voilà. Ils ont mis en français, des concepts étaient un peu techniques, ils ont codé en français. Et donc, ils arrivent parfois à ce que les gens du métier peuvent lire le code. Voilà. Et donc, du coup, ça permet, non pas qu'ils lisent et qu'ils deviennent développeurs, etc., mais au moins en lisant le code, en voyant que dans le code, il y a des termes qui sont des termes qu'eux emploient, ça permet de comprendre en sorte que, en fait, cette personne est en train de traduire. Elle est en train de traduire ce que je lui dis dans du code, et ce code sera exécuté par la machine. Et du coup, les gens du métier sont beaucoup plus exigeants vis-à-vis de eux-mêmes sur les termes qu'ils emploient et leur signification. Donc voilà, donc là, ce que j'essaye de dire, c'est que si on montre vraiment de manière tangible, je montre du code, quelqu'un du métier, voilà, les mots que tu m'as dit, ils sont là, hein, ils sont écrits. Alors, tu ne peux pas tout lire, les if, les machins, etc., mais les mots que tu as écrits, ils sont là. Et à la limite, les tests peuvent être lisibles hein, parfois. Hein. Donc, les tests utilisent ces mots-là. Je pense que c'est un des bons moyens pour impliquer les gens du métier. Ça permet de lui faire comprendre que, OK, c'est là-dedans. Hein, et c'est ça qui sera exécuté. Quoi. Je ne sais pas si je réponds à… OK, Vincent, vas-y, on t'écoute. Cool. Explique-nous pourquoi une erreur de démarrer avec la tactique. Merci en tout cas de me prendre la parole. Bonjour à tous. Moi, ma vision des choses, c'est, donc par rapport à mon petit retour d'expérience sur le sujet, d'avoir attaqué le DDD en entreprise sous l'axe tactique. Pour moi, il manque toujours une partie importante qui est à la fois, je pense, le fait d'arriver à trouver le bon ubiquitous language, mais aussi d'arriver à bien découper les différents bondis de contexte.
Voilà. Et l'entreprise dans laquelle j'évolue aujourd'hui, du coup, avec ce retour d'expérience, ça me permet d'aller vers plus de stratégique, bien entendu, et donc d'être, je pense, à terme meilleur sur la partie tactique. Vous appelez le DDD stratégique? Le DDD stratégique, c'est s'impliquer vraiment avec les gens du métier des différents services avec qui on peut collaborer. Alors, ça demande bien sûr de pouvoir le faire. C'est pas dans toutes les boîtes que ça se passe comme ça, malheureusement. Mais c'est par exemple faire des event storming pour ce genre d'atelier ou de l'event modeling ou tout un tas d'ateliers qui peuvent nous permettre de découvrir le métier aussi avec d'autres personnes et s'aligner vraiment sur les termes et puis du coup faire un tas de modélisation avec des gens du métier finalement. Okay. Je trouve que ça permet vraiment d'être meilleur sur la finalité. Parce qu'en fait, plus tard, quand on va nous demander de revenir sur le code pour faire évoluer le code, en fait, ce sera beaucoup plus aligné avec le métier. Alors là, tu parles à un convaincu. Je ne l'avais pas compris comme ça. Sans l'aspect stratégique, je ne vois pas trop l'intérêt. C'est ce que tu dis, quoi, grosso modo, non? Ouais. Puis alors Ouais. là, pour le coup, pour être tombé complètement dans le piège de faire que du tactique, on a bien vu après coup qu'on s'était planté sur certains bondis de contexte, qu'on n'avait pas forcément toujours les bons termes. Donc pour la pérennité du projet, c'est sûr que c'est. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Là, tu ne peux pas t'arrêter là. Si tu t'arrêtes aux tactiques, tu t'es arrêté, je Moi, pense. j'ai l'impression que qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller vers ce genre de choses, vers le DDD, mais ça demande tellement de travail de lire ce bouquin rouge là, de le comprendre, etc., qu'ils veulent prendre des raccourcis. Donc, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que on arrive sur des projets, on nous dit bon ben on a des bonding contexte. Sauf que je trouve qu'à chaque fois, ils sont faits au doigt mouillé, en fait. C'est-à-dire, ah tiens, bah ça ressemble à un bonding contexte. Allez hop, on le met en Ouais, je place, suis d'accord. etc., etc. Et il me semble, moi, je suis en train d'affiner un peu tout ça, je suis en train d'apprendre tout ça, donc j'ai des idées qui sont pas arrêtées. Il me semble que l'Ubiquitous Language, en fait, il est fait pour ça, quoi. Il est fait pour trouver les frontières des BC et des aggregates. C'est à partir du moment où on se rend compte que user pour un tel, ça veut pas dire la même chose que pour un autre, dans le métier, là, on a clairement un truc une frontière. Et j'ai l'impression que ça, c'est pas bien compris. Peut-être des raccourcis, je sais pas trop. Enfin, moi, chaque fois que je vais dans des boîtes où il y a du DDD, je suis déçu, quoi. Enfin, où ils disent ça. Je te confirme, Patrick, beaucoup de boîtes en fait où je vais, le booning context, c'est quelque chose qui est souvent très très mal compris. Quand je vais former ou coacher des entreprises, c'est là où ça accroche le plus. C'est mais comment, mais qu'est-ce que c'est, etc., etc. Ils ont beaucoup de peine à comprendre. Souvent, en fait, ce qui définit un booning context, c'est plutôt un sous-domaine. Ça arrive aussi. Après, par rapport à la question que tu avais par rapport stratégique et tactique, c'est vrai que moi, j'amène tout le temps en fait la stratégique en premier. Je l'ai bossé avec le métier, plusieurs entreprises en Suisse romande où en fait, on a commencé, on a travaillé avec le métier. L'été passé, c'était assez sympa. On a vraiment en fait, il y avait vraiment le métier qui était invité avec les équipes de développement et puis ils devaient vraiment comprendre leurs besoins et tout ça par la brainstorming. Et puis, on a joué l'exercice parce qu'on avait deux équipes. On a joué l'exercice à faire un peu de stratégique et partir sur le tactique. Et puis, notre équipe restait quand même encore plus longtemps sur le stratégique avant de partir sur le tactique. Et ceux qui ont commencé trop tôt le tactique, ils ont vu tout de suite qu'ils avaient loupé des coches, ils avaient loupé des choses, il y a encore plein de questions, ce n'était pas encore clair et tout ça. Et puis qui se disaient, ouais, non, mais il faut qu'on revienne en arrière. Il faut qu'on revienne en arrière, là, on est trop tôt. On Ouais, est trop tôt. c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, en fait. Ouais. Comment faire un aggregate si on n'a pas les éléments pour bien le designer Il y a deux choses, hein. Il y a connaître, pratiquer et exercer. Enfin, trois choses même. Moi, je parle d'ici de connaître.
faut démarrer la connaissance. Après, j'ai vu sur la stratégie, là, j'ai vu des choses rigolotes. Je pense qu'on a tous vu la même chose. Où on a fait des event storming, on a fait plein de choses. On a fait un super map. À la fin, on a regardé la réalité, on a fait OK, c'est mort. C'est Donc une ça, réussite. C'est aussi une réussite. Quand tu dis c'est mort, c'est que tu as découvert que c'était mort. Ça peut être non, aussi non, une non, non, réussite. non, c'est-à-dire que la map qu'on avait faite est inaccessible. Et j'ai vu pire, c'est la loi de Conway en fait. Bon, c'est des grosses sociétés, hein, mais où en fait les codes étaient répartis dans des divisions, sous-divisions de la société. Il y avait des architectes, des machins, des bibles, que de fait c'était juste impossible bref. Donc ça c'était assez marrant. Je pense qu'il faut les deux, clairement. Si tu n'as pas les deux, tu peux pas. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés où il se passe vraiment des choses. Ce que j'ai vu, par contre, à mon avis, qui marche, dans les sociétés où il y avait un espèce de monolithe, tu avais un gros système un peu monolithe, un peu gros, là, comme ça, quoi. Et les gens ont réussi à enlever des hexagones. Ça, j'ai vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ça, j'ai vu ça. Il y a une question là qui peut être intéressante là, Ouais, de Anas Derry, qui fait ouais. comment faire du stratégique si le métier lui-même ne sait pas où il va. C'est mort. C'est mort. Alors je te répondrai, Anas. Dans un de mes clients que j'ai suivi, le métier, en fait, entre eux, en fait, ils n'étaient pas d'accord. Il y avait la old fashion et puis le new fashion. Ils n'étaient pas d'accord entre eux et tout ça. Et ça a permis, en fait, qu'ils discutent entre eux et qu'ils se mettent d'accord entre eux de où ils veulent aller. Et c'est vraiment un bon outil. Déjà, le event storming, c'est déjà un bon outil qui permet en fait au métier de communiquer. Ce n'est pas vraiment pour les développeurs, c'est plus pour le métier pour qu'ils se mettent d'accord entre eux. Ouais, pour aller vraiment bien comprendre comment on fait les produits, quoi. Pour ça, Voilà. c'est plus qu'important. Ça répond à la question d'Olivier. Est-ce que je prévois d'intégrer l'event storming? Ça serait tellement bien, mais pas possible dans mon planning, quoi. Je fais ça dans d'autres UE. Il y a une UE plus projet, en fait, où je fais ça. Ouais. Avec Olivier, on a facilité à l'HEG à Genève justement une session d'une journée entière où on a fait du event storming avec des business analysts, des chefs de projet agiles pour qu'ils découvrent en fait l'event storming, comprennent comment ça fonctionne et tout ça. Et ouais, c'était très sympa. Ouais, ça marche bien, ça. Ouais. Ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Voilà. On a fait le tour. Ouais, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien on en a loupé une? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, eh ben, remercie tout le monde. Là, c'est ouvert pour les micros si vous voulez encore communiquer. Moi, je vais stopper la